Bienvenue à tous, mais qu'arrive-t-il au crédit bancaire au premier semestre? Le crédit bancaire au secteur privé décroche, ce n'est pas le seul indicateur, les impayés bancaires ont encore fortement augmenté, 68 milliards de créances en souffrance à fin juin. L'encours d'impayés augmente plus vite désormais que la production de crédit. Comment expliquer cette situation? Faut-il s'inquiéter? Quelle solution également? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Nabil Adel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Amine Yuri également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver également, responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de la langue française. A-t-elle toujours un avenir, tiens, au Maghreb? Question qui peut surprendre. Mais en Algérie, les langues administratives, qui sont traditionnellement l'arabe et le français, eh bien, commencent à bouger. Le ministre algérien de l'enseignement supérieur affirme depuis plusieurs semaines que la langue française n'est pas utile et qu'il souhaiterait qu'elle soit remplacée par l'anglais. Tayeb Bouzid vient de prendre deux décisions ces derniers jours. Les en-têtes des documents officiels administratifs algériens vont désormais être écrits en arabe et en anglais. Et l'anglais pourrait remplacer au sein des universités la langue d'enseignement. En Tunisie et au Maroc, avec la loi cadre, l'anglais va se voir renforcé également dans le cursus scolaire en parallèle du français. Peut-il y avoir une sérieuse concurrence? C'est la question que nous poserons. Rendez-vous à 9h45. C'est parti pour la première partie des décodeurs atlantiques. Nabil Adel, qu'arrive-t-il au crédit bancaire? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non, on ne doit pas s'inquiéter, c'est une bonne nouvelle quand même, parce qu'aujourd'hui, si les crédits baissent dans une conjoncture économique morose, c'est ça la normalité. Maintenant qu'il augmente dans une conjoncture économique morose, ça c'est un phénomène qui est potentiellement porteur de danger pour les banques, parce que ça va faire augmenter les impayés. Parce qu'il faut rappeler que le crédit est une décision de financement. La décision de financement en économie d'entreprise est une décision secondaire par rapport à la décision d'investissement. Aujourd'hui, on finance un projet. Et tant qu'on n'a pas des perspectives de carnet de commandes intéressants, des perspectives de croissance, on n'investit pas. Et donc, on ne se finance pas. Le problème n'est pas dans le crédit lui-même. Le crédit lui-même n'est qu'un effet collatéral. Le problème est davantage dans cette économie qui est arrivée à bout de souffle et qui n'arrive plus à créer des opportunités d'investissement pour que les gens les financent et prennent un crédit ou les financent en fonds propres. Donc la question de comment je vais me financer demeure secondaire par rapport au sujet fondamental qui est qu'est-ce que je vais faire de cet argent. Je rappelle que un entrepreneur qui n'a pas de carnet de commandes, qui n'a pas de perspective de marché, n'a pas besoin de crédit même si c'est à taux zéro. Et donc c'est un signe de mauvaise santé de l'économie. D'abord, c'est un signe d'essoufflement de l'économie parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que malgré une conjoncture portée par des taux directeurs anormalement faibles, parce qu'aujourd'hui, je rappelle qu'il y a à peine une vingtaine d'années, nous étions à 3 à 4 fois le niveau des taux directeurs actuels. L'investissement n'arrive pas à décoller. Il avait décollé à un certain moment où les taux étaient beaucoup plus élevés, mais parce qu'il y avait des perspectives de croissance de l'économie. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et donc, c'est un signal que la baisse des taux, la baisse des crédits annonce un problème d'abord économique. Amine Yuri, 68 milliards de dirhams de créances en souffrance. Comment on peut expliquer ce montant alors que tout de même il y a des signes politiques qui ont été faits ces derniers mois en matière de délai de paiement? On voit qu'il y a une véritable ambition d'aller au combat sur cette question. Oui, alors avant de répondre à votre question, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Nabil à l'instant. Effectivement, il a en partie raison, c'est-à-dire que le financement de l'économie, là, notamment pour les entreprises, c'est aussi, il y a initialement un besoin d'investissement, ce qui n'est pas là puisque la conjoncture est très morose, mais il y a aussi et surtout parce que c'est le crédit de trésorerie qui est aujourd'hui la plus grosse partie de l'encours desservi aux entreprises, et le besoin de trésorerie, il est toujours très important pour les entreprises, ne serait-ce que pour financer les délais de paiement, tout simplement. Et donc, le fait que cette progression soit très faible, puisqu'en fait c'est le plus faible taux de croissance qu'on ait obtenu ces 3 dernières années, c'est quand même plutôt un mauvais signal. Ensuite, concernant la question des impayés, le mot impayé, honnêtement, c'est le mot qui est le plus à la mode. On le retrouve partout. Impayé au niveau du crédit interentreprise privé, c'est-à-dire quand deux entreprises font affaire entre elles. Impayé au niveau bancaire, impayé au niveau des assureurs crédit. C'est le mot que j'entends le plus souvent actuellement. Donc ça n'est pas vraiment une surprise. Après, pour expliquer pourquoi ces impayés augmentent aussi fortement, parce que je rappelle aussi que ces 5 dernières années, elles ont augmenté de plus de 35 milliards. Alors il y a une raison. Nabil a évoqué la conjoncture, c'est vrai. Et puis il y a une autre raison, celle que j'évoque tout le temps, c'est celle des délais de paiement.
Les délais de paiement jouent sur la trésorerie des entreprises qui l'impacte fortement, et donc ça impacte aussi la capacité de remboursement des entreprises par rapport aux prêts bancaires qu'elles ont contractés. Donc forcément, ça crée des impayés. Nabil Adel, comment expliquer la réaction des banques? Est-ce qu'elles essayent de se rassurer en distribuant moins de crédits en valeur, ou est-ce que c'est une réaction par rapport peut-être à des rapports qui ont fait beaucoup de bruit? On en parlait en début d'année, celui de Fitch notamment, qui s'inquiétait notamment des fonds propres des banques. Et je me rappelle quand à l'époque j'avais tiré la sonnette d'alarme dans votre émission, on m'avait traité de celui qui exagère, et voilà, vous exagérez, Nabil Adel. Et voilà, et aujourd'hui on y est. Ouais. Et les signes avant-coureurs étaient déjà présents. La profitabilité du secteur bancaire a chuté de 20% en termes de retour sur fonds propres à moins de 9%. Et ça continue en partie en raison des délais en raison de la montée des créances en souffrance, qu'on appelle dans le langage courant les impayés. Aujourd'hui, les banques sont entre le marteau et l'enclume. Vous avez une réglementation qui durcit les conditions d'octroi du crédit, notamment avec les règles de Bâle et les IFRS 9. Exact. Ouais. Et vous avez en vigueur maintenant, il y a un peu plus de 2 ans pratiquement. Voilà. Et vous avez aujourd'hui une pression de la part des actionnaires qui veulent plus du résultat, qui passe par plus de crédit. Et quand on a vu M. Jouahri s'inquiéter qu'il n'y ait pas suffisamment de crédit, et il a réuni les banques et la CGM pour voir qu'est-ce qui ne va pas, et à l'époque on avait commenté ça. On avait dit que ça ne servait strictement à rien. Le problème n'est pas dans le secteur bancaire, le problème est ailleurs. Il est dans cette impasse devant laquelle nous sommes aujourd'hui en termes économiques, et qui fait que le taux de croissance économique dans ce pays est presque corrélé aux précipitations, c'est-à-dire à la pluviométrie. Et donc, le niveau de croissance du PIB non agricole, on est en train de tourner entre 2 et 3% sur une longue période, et ça, c'est complètement insuffisant. Donc, aujourd'hui, venir constater que les crédits ont baissé et essayer d'expliquer la baisse par les crédits est à mon humble avis un mauvais débat. Il faut d'abord situer le problème bien en amont. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la croissance économique d'un pays de taille réduite, petite, comme le Maroc, arrive difficilement à franchir la barre des 3%, alors que nous devons être sur du 5-6%, parce que nous sommes un pays jeune, nous avons un niveau de PIB qui est très faible, donc c'est ce qui nous donne de la marge de croissance. Nous avons des atouts considérables, géographiques, humains, et donc la faute à qui? Aux politiques, aux entreprises? Alors le terme faute ne me plaît pas beaucoup. On va dire que c'est un ensemble de facteurs qui font que nous sommes arrivés aujourd'hui à cette situation, et qu'on peut retracer à partir de la fin des années 90. Amine Diori. Oui, effectivement, Nabil a parlé effectivement de l'IFRS 9 et la réglementation de BAM. Et il faut ajouter une chose, c'est que par rapport à l'encours, cet encours qui augmente de manière plus ou moins forte, puisqu'on est passé de 65 à 68 milliards en à peine 6 mois, il faut rajouter aussi qu'au sein même de ce montant impayé de 68 milliards, on voit, parce qu'il y a une classification des créances en souffrance, et on voit qu'il y a une classification vers le bas de cette fameuse créance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on considère que 85% des créances en souffrance sont compromises, c'est-à-dire que les banques auront beaucoup de mal à les récupérer. Et ça aussi, c'est 85%. Et ça, effectivement, c'est très dangereux pour tout le système, parce qu'effectivement, Nabil l'a évoqué, les banques, elles sont obligées de passer des provisions. Aujourd'hui, les banques ont provisionné à hauteur de 63 milliards. Évidemment, ça impacte directement le résultat net, et évidemment, ça impacte aussi la production de nouveaux crédits, parce que les banques aujourd'hui sont principalement occupées à essayer de recouvrer leurs créances. C'est ça leur principale activité aujourd'hui. On voit bien que l'octroi de nouveaux crédits, ça progresse très 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 faiblement, notamment aux entreprises non financières privées, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la peur est un peu là. C'est-à-dire qu'on a peur aujourd'hui, pour être clair, quand une banque prête 100 dirhams à une entreprise, il y a 12% de chances que cette créance finisse impayée en créance en souffrance. Ouais. On a quand même eu des indicateurs plutôt positifs depuis le début de l'année. On voit que les crédits aux équipements pour les entreprises commencent à reprendre un peu des couleurs. Est-ce que là, ça peut être un petit bon signe en perspective pour 2020, 2021 Nabil Adel? Non, faiblement. Il faut situer les choses dans une perspective historique assez large. Depuis le début des années 2000, il y a eu une bonne dynamique du secteur bancaire qui était due à une conjoncture particulièrement favorable pendant cette décennie.
L'arrivée du nouveau roi avait donné un espoir, et puis on avait des cours du pétrole qui étaient très bas. À l'époque, c'était à $19. Le Maroc avait bénéficié d'un programme de privatisation, Maroc Télécom, BCP, Altadis, et puis la deuxième licence GSM. Donc les caisses étaient relativement pleines. Il y avait un pic dans le tourisme, un pic dans le transfert des MRE. Donc à l'époque, le Maroc était en surliquidité. Ça paraît bizarre, mais le problème des banques à l'époque, c'était que faire de l'argent qu'elles collectaient. Donc il y avait une dynamique de crédit qu'on avait recyclée essentiellement dans le secteur immobilier. En 2008, la dynamique s'est essoufflée. Excusez-moi, non, c'est pas essoufflée, c'est arrêté brutalement. Et on voit la tendance de la rentabilité des banques décrocher à partir de 2008, à partir de la crise. C'est comme si on avait consommé un cycle, mais on n'avait pas préparé le cycle suivant. Et du coup, la baisse est tendancielle depuis 2008. Ce qu'on voit maintenant, c'est la conséquence de ce qui s'est passé en 2000. Maintenant, quand les gens voyaient que les résultats des banques augmentaient les dernières années, ils ne faisaient pas attention à ce que ça, c'était un stock qu'entraînait. Mais que maintenant, les nouvelles affaires qu'on allait financer allaient être moins importantes que celles qu'on avait financées dans la décennie 2000. Je rappelle que pendant la décennie 2000, on avait à l'époque lancé les plans sectoriels, donc il y avait une bonne dynamique, l'immobilier avait fortement progressé, la bourse était aux zénith, et donc beaucoup d'argent était parti financer des acquisitions d'actions en bourse. Aujourd'hui, tout ça est fini. Maintenant, pendant cette décennie, on n'a pas préparé le second round. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au pied du mur. Et il faut préparer un second round, peut-être pour la décennie 2020, mais c'est un problème qui est structurel. Ce que nous constatons dans la baisse des crédits n'est que le symptôme de cette maladie. Et ce n'est pas la cause. Amine Diouri ? Moi, j'adopterais plutôt une approche micro, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui souffrent, en notre cas principalement, qui sont la cause principale de ces impayés bancaires. On retrouve l'industrie manufacturière, le commerce, le BTP et aussi l'hôtellerie. Ces 4 secteurs, à eux seuls, représentent plus de 70%, plus des 2 tiers, voire les 3 quarts de ces impayés. Sans compter d'autres secteurs qui aujourd'hui souffrent. On entend beaucoup parler du secteur métallurgique, notamment certaines entreprises phares qui sont aujourd'hui en forte difficulté. Évidemment, les causes, ça reste toujours un problème de trésorerie. L'incapacité de ces entreprises, du fait de problèmes de trésorerie, à pouvoir faire face à leurs charges et à leurs besoins de trésorerie immédiate. Et c'est ça qui engendre ces problèmes d'impayés. La suite des Décodeurs Atlantiques, toujours avec Amine Diouri ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. Nabil Adel également avec nous, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Rebonjour. Rebonjour. On s'intéresse ce matin au crédit bancaire pour le secteur privé qui décroche. Les impayés bancaires ont encore fortement augmenté. 68 milliards de dirhams de créances en souffrance à fin juin. Et l'encours d'impayés qui augmente plus vite désormais que la production de crédit. Quelle solution, Nabil Adel ? Vite le modèle de développement ? Un nouveau modèle de développement ? Non, vous connaissez très bien ma position sur cette histoire de modèle de développement. Un modèle de développement n'est pas une constriction a priori, c'est un constat a posteriori. Donc c'est une fois qu'on a vécu quelques années de politique économique, on va voir à quoi ressemble notre plan de développement. Mais aujourd'hui, parler d'un plan de développement comme si c'était un plan stratégique d'une entreprise où tout le monde va être aligné sur les mêmes objectifs et puis pour atteindre le nirvana économique attendu, non, ça c'est une chimère. D'ailleurs, le Maroc a vécu sur plusieurs plans sectoriels, vécu sur plusieurs initiatives. On a vu que les résultats étaient assez mitigés. Aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, je mets toujours en faveur de cette conception des choses. Le rôle de l'État, c'est d'abord de bien faire ce qu'on lui demande de faire. Il a le dossier de l'enseignement, des infrastructures, de la justice, de la santé, qui commence déjà par bien faire. Ça, l'environnement des affaires, s'il fait très bien son travail sur ces dossiers-là, croyez-moi, l'économie va avancer d'elle-même. Aujourd'hui, oublier ces dossiers structurels et se focaliser sur l'économie, écoutez, c'est comme si vous mettez votre enfant devant un radiateur à plein régime et puis vous le soignez à coups de médicaments. Ça ne sert à rien tant que vous n'éteignez pas le radiateur. Donc aujourd'hui, l'État marocain doit se focaliser sur les dossiers dont il a la charge. Une fois qu'il les gère bien, je pense que l'économie ne pourra que mieux se porter. Maintenant, pour répondre à votre question sur les solutions des crédits, aujourd'hui, les banques sont presque piégées
Parce que la solution qui nous paraît la plus évidente, c'est de réduire la voilure en termes de crédit, être beaucoup plus sélective sur les dossiers qu'elles vont octroyer. Comme ça, elles vont réduire la probabilité de défaut dont a parlé Amine tout à l'heure et qui est située à 12%. C'est-à-dire aujourd'hui, on a 12% de chance à chaque octroi de crédit. Bon, je prends ce chiffre comme tel et je le commande. Donc aujourd'hui, si je veux réduire ce chiffre qui commence à menacer ma rentabilité, donc je dois être plus sélectif. Maintenant, être plus sélectif, ça veut dire moins de crédit et ça veut dire une machine économique qui va ralentir davantage. Ouais. Donc aujourd'hui, la situation est dans un élan économique. Aujourd'hui, il faut que les choix économiques qui ont été faits soient refaits, soient défaits et refaits. Et aujourd'hui, on ne le voit pas. Nous sommes toujours sur des débats stratosphériques sur un pseudo-modèle de développement, un hypothétique modèle de développement qui tarde à venir. En attendant, l'économie marocaine est en train de... Et ça fait 2 ans qu'on attend. Voilà, exactement. Et même si on le produit, c'est pas ça qui va créer la révolution, croyez-moi. Il faudra attendre déjà quelques années avant de voir peut-être des premiers effets. Amine Diouri ? Oui, alors effectivement, pour moi, il y a 2 éléments. Nabil a évoqué le premier, qui est le faible taux de croissance. Effectivement, le modèle de développement qu'on attend depuis tellement longtemps maintenant, peut-être aura un impact, mais ça, c'est sur le moyen long terme. On ne parle pas d'effet immédiat. Et puis pour moi, sans surprise, il y a quand même un deuxième point qui est majeur, qui est toujours la question des délais de paiement, parce que c'est ça aujourd'hui qui crée les déséquilibres au niveau des trésoreries. Aujourd'hui, on fait des efforts au niveau du public pour que l'État et les entreprises publiques payent plus vite. C'est bien, mais il faut rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'encours inter-entreprise, il est privé-privé. Donc il faut encore taper davantage du poing sur la table ? À un moment donné, oui, il faudra prendre des mesures et ça commence à devenir un peu urgent parce que c'est ça aujourd'hui qui crée ce problème de liquidité, de trésorerie. Et effectivement, l'État a injecté plus de 40 milliards de remboursement de TVA l'année dernière. On voit que l'impact a été plutôt limité, mais on voit aussi qu'à côté de ça, les délais de paiement continuent d'augmenter. Il faut, à mon avis, à un moment donné, agir sur cet encours. Et c'est ça qui fera que les entreprises ne seront plus autant pénalisées qu'elles le sont maintenant et elles pourront recommencer à rembourser, le taux d'impayé, en tout cas, pourra baisser à ce moment-là. On a déjà pris des mesures du côté de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures à prendre rapidement ? 2-3 mesures sur cette question des délais de paiement qui pourraient être efficaces et qui pourraient peut-être apporter plus de visibilité ? Oui, alors ça fait partie des discussions qui ont eu ces dernières semaines entre la CGEM et l'État. Effectivement, on parle pêle-mêle du name and shame, on parle d'incitation fiscale, c'est-à-dire pour les entreprises qui ne payent pas, qu'elles ne puissent plus déduire les charges qui sont impayées. Donc ça serait pour le prochain budget. Exactement. Peut-être. Oui, exactement. Mais il y a quand même un peu urgence maintenant. Nabil Adel, ça peut être deux bonnes solutions. Non, 2 mauvaises solutions surtout. 2 mauvaises solutions. 2 mauvaises solutions surtout. Pourquoi l'État doit-il intervenir dans une relation entre 2 opérateurs privés ? Les délais de paiement ne sont que la conséquence d'une profonde crise économique de liquidité. Une crise économique de liquidité qui est du fait qu'il n'y a pas suffisamment de marché. Naturellement, il y a toujours des phénomènes de mauvais payeurs. Ça, on peut les traiter. Mais le gros des délais de paiement, c'est pas tout le monde qui est mauvais payeur. C'est des gens qui veulent payer mais qui ne peuvent pas payer. Parce qu'ils n'ont pas de marché. Et quand ils ont des rentrées d'argent, ils doivent payer les charges fixes. Et donc, le peu qui leur reste, ils doivent le distribuer entre plusieurs fournisseurs. Ce sont pas... Parce que nous, qu'est-ce qu'on part ? On part de l'hypothèse sur laquelle on construit tout un schéma. On part de l'hypothèse que tous ceux qui paient en retard sont de mauvais payeurs. Et partant de là, on construit des briques et on se rend compte que c'est pas ça le problème. On a déjà fait une loi sur les délais de paiement, associée de pénalités de retard en cas de dépassement d'un certain délai. Et on avait fixé ça à je sais pas combien de mois. Mais moi, je suis dans un secteur où 10 jours, c'est beaucoup. Et je peux être dans un autre secteur où 120 jours, c'est normal. Ça dépend des cycles d'exploitation. Les cycles d'exploitation sont différents d'un secteur à l'autre. Aujourd'hui, si l'État veut rendre service aux opérateurs économiques, comme on a dit, qu'il commence par bien faire ce qu'on lui demande de faire. Aujourd'hui, quand vous avez une affaire d'impayé qui traîne dans la justice, vous pouvez attendre 5-6 ans. Si l'État commence déjà par diligenter ça, par réduire ses délais, on va beaucoup avancer. Aujourd'hui, plus de moyens dans la justice. Alors, plus d'efficacité, pas plus de moyens, plus d'efficacité dans la justice. Ouais. Deuxièmement, on connaît les moyens, mais ça ne veut pas pour autant dire efficacité. Voilà. Et puis, autre chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez souvent les mauvais payeurs, c'est une minorité, mais qui passent d'une entreprise à l'autre. Et on ne les connaît pas. Si seulement on avait un fichier central des mauvais payeurs accessible à tous,
Ça permettra au moins, quand quelqu'un viendra me demander des facilités, que je sache que c'est un mauvais payeur, que je lui donne pas du crédit. Donc le name and shame finalement. Hein? Là on peut se rejoindre. Pardon? Le name and shame. C'est autre chose. Non, en fait, pour moi, c'est une base de données, oui, on peut l'appeler comme ça, mais c'est une base de données qui est centralisée comme une sorte de centrale des bilans où tout le monde a accès, peut-être avec un abonnement annuel ou sans, ce serait l'idéal. Et on va voir, par exemple, ce gars-là qui vient me demander des facilités de paiement sur une marchandise qu'il va prendre. Je consulte, est-ce qu'il n'a pas d'impayé, est-ce qu'il est un bon client. Je voudrais juste revenir, encore une fois, arrêtons de penser que tous ceux qui ne payent pas sont de mauvais payeurs. Il y a une conjoncture économique qui dépasse tout le monde. Et ça, il faut bien le comprendre. Amine Diori pour répondre et puis on conclut avec vous. Alors, il y a deux parties. Il y a une où je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Nabil, c'est la dernière partie. Une base d'impayés sur des mauvais payeurs, je suis complètement d'accord. Je pense qu'effectivement ce serait une très bonne chose, ce serait une partie de la solution parce qu'aujourd'hui il faut identifier ces mauvais payeurs, je suis entièrement d'accord. Et effectivement il y a des actions qui sont actuellement menées pour répondre à ce besoin. Là-dessus je suis entièrement d'accord. Là où je ne suis pas du tout d'accord, mais on a déjà eu ce débat par le passé, on ne va pas réinsister, c'est sur le rôle de l'État, c'est sur le rôle de la justice. L'État, pour moi, il est là pour défendre le plus faible, parce que moi je répète, la question des délais de paiement, c'est un rapport de force entre un gros et un petit. Il faut défendre le petit, parce que sinon, il subira les délais de paiement du gros. L'État est là pour justement faire en sorte que le gros paye le petit en lui injectant, en le pénalisant si nécessaire avec des amendes s'il ne paye pas. Je caricature, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui en France, par exemple. Non, en France, non. En France, non. Ah, bah, excusez-moi. Non, pas quand on paye, excusez-moi. Quand on paye en retard. Oui. Mais pas quand on a un délai de paiement lent. Ce sont deux choses différentes. Mais je ne parle pas de ça. Voilà, moi aussi. Donc, moi je ne parle pas de délai de paiement long, je parle moi de retard de paiement. Non, mais retard de paiement, il y a une justice. C'est tout. Mais il n'y a pas simplement la justice. En France, c'est la Direction Générale de la Répression des Fraudes. Franchement, la France n'a jamais été un bon exemple en matière économique. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui ne vous paye pas dans les délais, vous avez une justice. C'est tout. C'est ce que je dis. Mais la justice, elle va agir au bout de combien de temps? C'est ça qu'il faut dire. Alors, la justice aujourd'hui, elle donne des décisions qui sont agises. Est-ce que vous pensez qu'un texte additionnel va régler le problème? Peut-être pas, mais la justice, à mon avis, certainement pas, parce qu'il faut 3 ans aujourd'hui pour qu'une décision soit appliquée. Aujourd'hui, de toutes les manières, à chaque fois que vous avez une intervention, vous demandez à l'État d'intervenir, l'État intervient d'une seule manière, la loi et la force. Ça veut dire que si vous n'appliquez pas, allez en justice. Vous ramenez le problème au point de départ, sauf que vous avez ajouté un nouveau texte en milieu de chemin. Mais ce que dit Amine Diori, c'est qu'il y a d'autres instruments, il y a d'autres peut-être services qui peuvent répondre à cette question. Voilà, c'est des services. Maintenant, l'État, quand on demande à l'État d'intervenir, c'est très simple. L'État intervient par des lois. Oui. Alors, quand il intervient par une loi, au bout du compte, il faut aller en justice. Mais si la justice est lente, on revient au point de départ, on ajoute un nouveau texte au milieu. Il manque un paramètre dans votre raisonnement, c'est que tout simplement, effectivement, il y a des lois de l'État, mais les lois ne sont pas appliquées. C'est tout. C'est encore plus grave la part de l'État. À mon avis, c'est ça le problème. Allez, dans un instant, on va parler de la langue française. Peut-elle décliner au Maghreb? C'est la question qu'on va se poser juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule, coup de cœur, Amine Diori, à vous la priorité. Qu'est-ce que vous nous avez choisi ce jeudi? Bon, un coup de cœur, l'activité de la CCG qui s'est fortement améliorée au cours du premier semestre, pardon. Alors pourquoi je le mets en avant? Parce que l'activité de la CCG à travers la garantie permet de financer, d'aider les TPME à accéder beaucoup plus facilement au crédit. Et c'est ce qui a été fait, une forte augmentation des montants de crédit levés, donc plus 22% au premier semestre, donc très bien. Nabil Adel, coup de gueule, coup de cœur? Moi, c'est un coup de cœur qui va introduire la deuxième partie du débat. Je suis vraiment content que l'Algérie ait pris cette décision de passer à l'anglais comme deuxième langue, parce que là, vraiment, c'est un choix d'avenir. Et vraiment, l'Algérie est en train d'impressionner sur tous les plans ces derniers mois, donc aussi bien au niveau de leurs revendications démocratiques que des choix qu'ils sont en train de faire. Vraiment, ça fait vraiment plaisir et c'est porteur d'espoir pour tout le Maghreb. Allez, c'est parti pour la deuxième partie des décodeurs atlantiques. Oui, avec cette question, la langue française peut-elle décliner au Maroc? En Algérie, l'anglais va être la langue d'enseignement dans les prochains mois. En tout cas, c'est en cours de réflexion et c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur, Tayeb Bouzid. Autre point et autre changement de taille dans les prochains mois également, les en-têtes des documents officiels administratifs, donc, qui étaient auparavant en arabe et en français, vont changer pour passer de l'arabe à l'anglais. Du côté du voisin tunisien,
on est plutôt performant en langue anglaise. Beaucoup de réflexions ont été faites, notamment en 2016 par un ministre de l'Éducation qui voulait faire l'anglais comme la deuxième langue devant le français. Ici au Maroc, on a cette loi cadre qui va renforcer la place du français, mais également la place de l'anglais. Est-ce que, Nabil Adel, l'anglais peut à terme concurrencer la langue française dans l'enseignement au Maghreb? Non, mais surtout pas après cette loi cadre. Cette loi cadre, elle consacre le français en tant que deuxième langue pour une longue période. Parce que quand on dit plus tard, on va ouvrir le chantier de l'anglais une fois qu'on aura stabilisé le français, ça peut prendre 30 ans. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en Algérie, c'est qu'ils n'ont pas dit, non, on passe. Et c'est rapide, ce sont des décisions qui sont prises rapidement parce que techniquement, ce n'est pas compliqué. Mais la voie est quand même ouverte. Elle est quand même déblayée pour le Maroc. Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Ça, priorité au français, mais il y aura aussi l'anglais. Écoutez, priorité français, ça va rester comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est de la poudre aux yeux. Dire qu'on va ouvrir le champ au français, à l'anglais, c'est juste pour absorber la colère des défenseurs de l'arabisation. Mais avec ces décisions prises par l'Algérie, avec ce débat récurrent depuis des années en Tunisie, de peut-être passer à l'anglais comme langue d'enseignement. Je pense que ces deux pays vont passer à l'anglais plus rapidement que nous. Et croyez-moi, on va se prendre quelques décennies de retard dans les gencives. Aujourd'hui, cette loi cadre est en train d'enterrer l'ouverture du Maroc sur les langues étrangères, notamment l'anglais. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de dire, très bien, admettons que la langue arabe, ce qui est très contestable, ne soit pas une langue de science. Encore une fois, je répète, ce qui est très contestable. Mais pourquoi on passe au français? Passons à l'anglais. On vous dit non, il faut une période transitoire. Ça veut dire qu'on ne compte pas passer à l'anglais. Parce que quand on veut passer à l'anglais, on le fait immédiatement. Je rappelle qu'il suffit de 100 à 120 heures de formation à quelqu'un pour qu'il puisse commencer à dispenser une matière dans une autre langue, surtout l'anglais, parce qu'on a déjà étudié, surtout quand il maîtrise sa matière. Alors aujourd'hui, reporter ça au calendrier grec, c'est vraiment maintenir cette mainmise du français sur tous les aspects de la vie économique et culturelle de ce pays et nous prendre une décennie ou deux de retard. Amine Diori, d'accord, pas d'accord? C'est vrai que cette question elle est importante. Je suis un peu perplexe sur les origines de tout ça. Pour moi, le changement d'une langue, décider qu'on doit adopter le français, pas le français, l'anglais, pas l'anglais, pour moi il y a plusieurs critères. Le premier critère, c'est une question de souveraineté, notamment de souveraineté culturelle. Le Maroc a décidé par exemple que dans certains pans de son activité, de l'administration, par exemple l'administration, la justice, on ne parlait que l'arabe et pas d'autres langues. Maintenant, le français, pour moi, il a encore de très longues années devant lui au Maroc, en tout cas pour une autre raison. C'est une raison plutôt qui est liée déjà à l'histoire, qui est liée au commerce extérieur, parce qu'aujourd'hui notre pays il est orienté vers toujours les mêmes pays en matière de commerce extérieur, c'est-à-dire la France, l'Espagne et certains pays amis, et pour des raisons aussi principalement économiques. Par exemple, le Maroc va rentrer prochainement dans une zone économique ouest africaine. Tous sont français. Je vois pas à quel moment on va décider de passer à l'anglais et créer des liens, des disparités linguistiques entre nous et les pays africains. Ça n'a pas de sens. Autre chose, le lien entre la France et le Maroc, ne serait-ce que par exemple lié à la question du Sahara, la France a toujours été un fort soutien du Maroc dans ce dossier. Je vois mal demain les Américains ou le monde anglo-saxon prendre la relève. Au contraire, je vois plutôt que le monde anglo-saxon est plutôt défavorable au Maroc sur ce dossier-là. Donc, il faut être allusion au Sahara parce que forcément il y a une décision politique derrière. Mais bien sûr, c'est essentiellement politique, géostratégique. On ne décide pas comme ça au hasard de prendre une langue plutôt qu'une autre. Je vais citer l'exemple par exemple du Rwanda. Le Rwanda, au début de la décennie 2000, la deuxième langue c'était le français derrière la langue locale. Ils se sont fâchés avec les Français, ils se sont rapprochés des Américains. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout le français au Rwanda. On parle que l'anglais, enfin l'anglais comme deuxième langue, ou en tout cas enseigné à l'école. Et bon, après ça, c'est une autre chose. On parle aussi de boom, de développement du Rwanda on cite le Rwanda comme modèle de développement. Non, excusez-moi, vraiment, Amine, vos arguments, bon, je les respecte. Mais dire qu'aujourd'hui on choisit le français parce que la France nous soutient dans le dossier du Sahara. Non, j'ai pas dit que ça. J'ai pas dit que ça. Non. Il y a des intérêts économiques. Entre autres, excusez-moi. J'ai cité le mot économie, j'ai cité intérêts économiques. Je vais les passer un à un. Alors d'abord, la France, c'est à peu près 15 à 20% de notre commerce extérieur. Ça veut dire 80% se passe dans une autre langue que le français. Et certainement l'anglais. Donc arrêtons ce fantasme, oui, la France et le français. Quand on sort de Tanger, il n'y a plus personne qui parle en français. On parle qu'en anglais. Deuxièmement, si vous pensez que la France soutient le Maroc sur l'affaire du Sahara par principe, vous vous trompez. Ça n'a rien à voir. Et si demain, les États-Unis changent de tonalité avec la France sur ce dossier, croyez-moi, il va obtempérer, comme il a fait avec l'Iran. Donc aujourd'hui, ceux qui maîtrisent
les clés de ce dossier sont les Américains. Toute l'Europe est vassalisée sur des dossiers qui la concernent. Alors que dire d'un dossier qui la concerne que de très loin? Mais bon, au Conseil de sécurité, bon après c'est un autre dossier effectivement. Ah non, non, le Conseil de sécurité, au Conseil de sécurité, il y a plutôt eu des résolutions, des projets de résolution américains qui ont fait. Ah non, non, monsieur, non, Landry. La résolution que 2012. Sa Majesté est partie chez Obama pour déminer. Oui. Parce que la France a été incapable de, sur cette fois-ci, d'affronter les Américains. Et donc il était obligé. Ce que je veux dire, c'est que citez-moi une résolution en défaveur du Maroc sur le dossier du Sahara, de la part de la France ces 15 dernières années. Non, écoutez, c'est pas ça le problème. C'est que je dis, parce qu'il n'y a pas eu de collusion. Oui, bon, c'est un autre dossier. Voilà, mais s'il y a eu une collusion entre les Américains et les Français sur ce dossier, croyez-moi, ça prendra moins de 30 secondes. Mais est-ce qu'il y a un intérêt économique aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt économique à avoir le français comme deuxième langue. Aucun. On a des démographies galopantes en Afrique. Non, excusez-moi. Aujourd'hui, l'arabe est plus parlé dans le monde que le français. Ça, il faut le savoir. Mais le français est la troisième langue des affaires aujourd'hui, par exemple. Attendez, dans le monde. Mais aujourd'hui, de quoi on parle? On parle du choix de la deuxième langue. On ne parle pas du choix de la première langue. La deuxième langue, à choisir entre celle qui dépasse de loin et celle qui vient vraiment très éloignée. Mais c'est pas ça la question. Sinon, prenez le chinois. Le chinois, c'est la langue qui se développe le plus en Afrique. Non, excusez-moi. Le monde des affaires et le monde de la production scientifique est dominé par l'anglais, y compris les Chinois qui s'adaptent à l'anglais. Moi, je ne dis pas qu'il faut abandonner abandonner le français pour l'anglais ou le chinois. Je dis qu'il faut garder le français et rajouter l'anglais, éventuellement le chinois. Mais abandonner le français, pour moi, c'est complètement grotesque. Non, c'est quoi? Non, il y a rien. Et en plus, je reprends un article que tu as très bien écrit qui parlait des élites marocaines francophones. Le lien, il est extrêmement fort, justement. Vous l'avez bien lu, n'est-ce pas? Je l'ai bien lu. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Excusez-moi. Aujourd'hui, dire que c'est grotesque d'abandonner le français est déjà grotesque. Nous, on est en train de débattre de la deuxième langue. Personne n'a parlé d'exclure le français. Ça, c'est vous qui construisez. Moi, je dis choisir. Après, il y a une conséquence. Non. Au Liban, on voit les conséquences de cette politique. La deuxième langue. D'avoir mis l'anglais en deuxième langue. Voilà, c'est ça. Quand on dit mettre l'anglais en deuxième langue, ça ne veut pas dire qu'on va exclure le français. Ça, c'est vous qui êtes en train de construire. Moi, je dis, si on doit choisir une deuxième langue, ça doit être l'anglais. Maintenant, on peut garder l'espagnol, le français, l'italien, le chinois, ce qu'on veut en tant que langue secondaire. Mais l'Algérie et la Tunisie sont en train de faire le pari de l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je garde ma langue nationale, qui est l'unité. La Tunisie y a réfléchi pour l'instant. Qui est l'unité. Je pense qu'elle va emboîter le pas. Qui est le ciment de la nation. Maintenant, pour m'ouvrir sur le monde, je vais prendre l'anglais. Aujourd'hui, quand je veux rédiger un article scientifique, croyez-moi, en le rédigeant en français, je n'ai aucune chance de passer dans des revues classées. Amin Diori. C'est l'anglais qui doit être la deuxième langue. Aujourd'hui, ce qui fait travailler le Maroc, c'est des entreprises françaises, que ce soit Renault, PSA, que ce soit les centres d'appel aujourd'hui, le centre d'appel où beaucoup de Marocains travaillent, c'est pour le marché français, pas pour les marchés anglo-saxons. Il faut être clair aujourd'hui, si vous voulez faire travailler les Marocains, c'est en grande partie en langue française. Merci beaucoup, parce que si on passe à l'anglais, on aura un marché beaucoup plus important. Mais ça, c'est ce que vous dites. Non, c'est comme ça. Vous avez donné l'exemple du Rwanda, qui en moins d'une décennie... Mais parce qu'ils se sont fâchés avec les Français. Non, mais quand ils sont passés à l'anglais, regardez le résultat. Ils ont mis moins de 10 ans. Nous, ça fait depuis 60 ans qu'on est en train de se poser la question. Bon, en tout cas, mais on n'y arrive pas. Oui, mais on remettrait en cause les liens historiques de la France avec le... Mais pourquoi? Si je décide de passer à une deuxième langue, pourquoi je remettrais en cause? C'est lié, on ne décrète pas... Donc, on est dépendant. Donc, bon, on n'a pas de souveraineté. Mais non, on n'est pas dépendant. Les chiffres, les amis, je voulais dire, puisque la population francophone va quand même largement augmenter, bien que la population anglophone va la dépasser aussi largement. Elle est déjà bien devant. On parle en 2050 d'une population francophone de 850 millions de personnes, contre 700 millions pour l'arabe, 600 millions pour l'espagnol et 350 millions pour le portugais, mais l'anglais sera loin devant, 4 milliards d'individus au total qui maîtriseront en tout cas l'anglais ou qui le parleront. Donc on a le choix entre 800 millions et 4 milliards, c'est ça? Mais non, c'est une question de zone d'influence. On est dans une zone d'influence aujourd'hui, c'est évident. Mais je comprends pas pourquoi cette histoire d'influence doit rester gravée dans le marbre pendant des décennies. Mais on change
Mais on doit changer, on doit s'adapter. Mais la question, d'accord, mais je suis d'accord. Non, pas du tout. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on y gagne en retour? Qu'est-ce qu'on a y gagné à se rapprocher des Américains ou des Saxons? C'est ça la vraie question. Mais pourquoi vous identifiez ça à un rapprochement avec les Américains? Je dis, je prends l'anglais. Ça ne veut pas dire que je vais me rapprocher des Américains en prenant l'anglais. Ça veut dire que je vais m'ouvrir sur la langue des affaires et de la science, avec les Chinois, avec les Asiatiques, avec une bonne partie de l'Afrique, avec une bonne partie de l'Europe, y compris la France, avec les États-Unis. C'est pas uniquement quand je fais l'anglais, je ne parle pas de uniquement me rapprocher des Américains. Ça, c'est très réducteur. Débat toujours passionnant, ce débat linguistique. Merci beaucoup, messieurs. Amine Diouri, à bientôt. À bientôt. Responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. Nabil Adel, à bientôt également. À bientôt. Directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le point info présenté par Morad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous.